Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Tout de suite, les titres qui seront développés dans ce journal. Comme chaque jour de cette semaine, nous ouvrirons ce journal avec les Rolex Masters pour faire un bilan de la journée de compétition. L'Opéra de Monte-Carlo nous dévoilera son riche programme pour la saison 2012-2013. Et enfin, nous terminerons avec du théâtre, la toute première représentation des Farfadets. Et nous débutons ce journal comme chaque jour de cette semaine en nous rendant au Monte-Carlo Country Club où se déroule le tournoi de tennis Rolex Masters. Je vous le rappelle, Jean-Christophe Dimino, Frédéric Elion et Fabien Bonilla sont sur place pour vivre l'événement. On retrouve justement Jean-Christophe Dimino. Et pour la première fois de cette semaine, ce tournoi a été perturbé aujourd'hui par la pluie, avec des averses, des matchs interrompus et puis 3 Français, entre autres engagés, des fortunes diverses, même des drames. On verra ça dans le résumé dans quelques instants. Avant ça, si je vous dis que c'est un ancien champion qui a marqué toute une génération de joueurs de tennis, qu'il est né en Tchécoslovaquie, qu'il n'était pas très sympathique à l'époque, qu'il est aujourd'hui un parfait Américain et qu'il est de retour sur le circuit, vous me dites? Bah écoutez. Ah, Ivan Lendl. Ivan Lendl. Lui, Ivan Lendl. No, like... Sì, Ivan Lendl. À y regarder de plus près, c'est effectivement Ivan Lendl. Quelques années de plus et quelques kilos de plus, ou en trop, c'est selon. À 52 ans, Ivan Lendl, l'ancien numéro 1 mondial, est de retour à Monte-Carlo. Il s'entraîne face à Stepanek et au bord du court, certains nostalgiques se replongent dans leur enfance, les années 80. Oh, c'est toute une jeunesse là, c'est incroyable, c'est un phénomène, c'est exceptionnel. On se souvient de matchs mémorables. Contre Chang en 89, ça avait ça les cuillères, et d'ailleurs il fait un scandale. Et il le perd ce match. Merveilleux. D'ailleurs, je ne regarde que lui, à la rigueur Stepanek. Il s'est bonifié presque, je trouve, avec le temps. D'ailleurs, mon frère, lui, qui a vraiment grandi avec toute cette génération-là, c'est vraiment beau à voir, je trouve. Non, magnifique, franchement. Ivan Lendl, vainqueur ici à Monte-Carlo en 1985 et 1988, rencontre une autre légende du tennis, Björn Borg, triple vainqueur à Monte-Carlo, ancien numéro 1 mondial lui aussi qui a régné en maître dans les années 70. Qui des deux est le plus âgé? À vous de trouver la réponse. Quoi qu'il arrive, Ivan Lendl, qui était à l'époque habitué à remporter des raquettes en diamant, à Anvers notamment, pose ses mains pour la postérité, une fois de plus. Ivan Lendl qui n'a jamais été très loquace, mais devant les journalistes, soudain, les souvenirs remontent à la surface. Ça a toujours été un beau tournoi. Bon, c'était pas évident parce qu'à chaque fois ça arrivait au début de la saison sur terre battue. La transition était pas évidente à trouver, mais bon, j'ai de bons souvenirs ici et je suis content d'être de retour. Lendl de retour à Monte-Carlo, de retour sur le circuit tout court, puisque il est le nouvel entraîneur d'Andy Murray et son objectif est clair, aider l'Écossais à remporter un premier titre majeur, un titre du Grand Chelem, pourquoi pas Roland-Garros dans quelques semaines. Avant cela, Andy Murray pourrait bien créer la surprise ici à Monte-Carlo. Andy Murray qui a été le premier joueur à se qualifier pour les quarts de finale aujourd'hui et pour cause, ça n'a duré que quelques minutes grâce ou à cause de l'abandon de son adversaire Julien Benneteau. C'est d'ailleurs l'image du jour, résumé de ces rencontres signé Fabien Bonilla. Avec dans ces 8e de finale 3 Français en compétition. Tout d'abord sur le central, Julien Benneteau face à l'Écossais Andy Murray. Julien Benneteau tient bon, s'accroche, inquiète le numéro 4 mondial. Ils sont à 5 partout dans le premier set. Et regardez, le Français se tord la cheville, chute,
et se fait en même temps mal au poignet. Le Français ne peut plus courir ou même servir. Andy Murray est le premier qualifié pour les quarts de finale aux dépens du malheureux Julien Benneteau, contraint à l'abandon. J'ai pas compris tout de suite en fait, vous savez, je regarde la balle et voilà, quand j'ai vu ensuite qu'il était à terre, c'est quand même très très ennuyeux et c'est vraiment dommage. Autre huitième de finale, celui de Jo-Wilfried Tsonga contre le finaliste d'il y a 2 ans, Fernando Verdasco. Match très serré dans le premier set. Le numéro 1 français et l'Espagnol iront jusqu'au tie-break. Et c'est Tsonga qui l'emporte. Verdasco, qui avec 2 balles de 7, est complètement démoralisé. Résultat final, après 1h43 de jeu, 7-6, 6-2 pour le Français qui accède au quart de finale. Autre Français à se qualifier pour les quarts de finale, Gilles Simon, il était opposé au Serbe Tipsarevic. Une rencontre qui s'est terminée après 2h17 de jeu. Résultat 6-0, 4-6, 6-1. Et ce sera une des rencontres choc de ces quarts de finale. Les 2 Français opposés à Jo-Wilfried Tsonga contre Gilles Simon. Du côté du cours des Princes, un match très disputé entre le japonais Kei Nishikori, 16e à l'ATP, et le géant tchèque, près de 2 mètres, 7e joueur mondial. Et c'est le japonais au bandana qui prend l'ascendant, 6-2. Berdych, peut-être un peu vexé, se rebiffe, puissant au service mais également dans ses coups droits et ses revers. Il rend au japonais la monnaie de sa pièce, au centime près, 6-2 également. Troisième et dernier set, Berdych gagne son ticket pour les quarts de finale. Résultat 2-6, 6-2, 6-4. Thomas Berdych, habituellement très fort sur surface rapide, s'améliore de plus en plus sur la terre battue. Il connaît désormais parfaitement les lieux puisqu'il réside en principauté. Il se qualifie lui aussi pour les quarts. De retour sur le court central entre 2 averses, vous voyez le court qui est entièrement bâché avant le retour des joueurs. Vous avez peut-être remarqué cet élément du décor sur ce court central si vous êtes venu directement ici au Monte Carlo Country Club. C'est une caméra très spéciale, il n'y en a que 12 dans le monde. Elles sont utilisées la plupart du temps pour retransmettre des événements sportifs ou des grands concerts. C'est ce qu'on appelle une spider cam, une véritable toile d'araignée qui est tendue au-dessus de ce central. Écoutez les opérateurs qui manipulent cette caméra. Oui, c'est un système de caméra très spécial, un système 3D. Dans ce rectangle, en fait, on peut atteindre vraiment chaque point qu'il y a, un peu partout. On peut aller au maximum à 15 mètres de haut et se retrouver au niveau du court. Vous pouvez voler sur le court, c'est ça, absolument. On vole sur le court, on est vraiment à 20 cm du sol si on peut. Et c'est la première fois qu'on a cette caméra à Monte Carlo. Il n'y a qu'un seul opérateur de caméra qui fait tous les réglages avec un joystick. Et moi, en fait, je suis le pilote. C'est moi qui la dirige, les niveaux et puis l'altitude. Et tous les deux, on crée ces images. On peut voir n'importe qui, les VIP, au restaurant par exemple, ou alors les supporters qui sont dans les tribunes. C'est très fun, c'est comme piloter un hélicoptère. Voilà qu'on s'active au bord du court central. Ça a été comme ça tout au long de la journée. Bâchage, débâchage, retour des joueurs sur les différents cours de ce Monte Carlo Country Club. Voilà pour le résumé de ces 8e de finale. On se retrouve très bientôt sur Malaco Info. Et en bref, dans l'actualité, Top Marque, un salon d'exception, ouvre ses portes ce jeudi et jusqu'au 22 avril prochain. Vous y trouverez des voitures d'exception qui repoussent les limites de l'innovation, de la technologie, du luxe et du raffinement. Le souverain et le ministre d'État Michel Roger étaient présents lors de l'inauguration ce jeudi. Des bolides à découvrir au Grimaldi Forum.
Ce dimanche, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu en France. Thierry Apparu a rencontré Hugues Moret, l'ambassadeur de France à Monaco, afin de comprendre comment s'organise le bureau de vote pour la communauté française en principauté. Ça sera pour la communauté française de Monaco un grand moment démocratique, républicain et électoral. Nous transformons l'ensemble de l'ambassade en un grand bureau de vote. Il y aura 2 bureaux de vote, donc 2 urnes, 2 présidents de vote, moi-même et le consul, et nous nous mettons en mesure d'accueillir l'ensemble des Français qui souhaiteront accomplir leur devoir électoral dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Alors justement, sur vos listes, il y a combien d'inscrits? Il y a à peu près, pas à l'unité près, mais 4360 Français qui se sont inscrits pour participer à ce premier tour de l'élection présidentielle. Ce sera le même dispositif pour le second tour? Ça sera exactement le même dispositif pour le second tour. Donc cela mobilise un certain nombre de bonnes volontés ici à l'ambassade, des secrétaires de vote, plus une dizaine d'assesseurs qui entoureront les 2 présidents de vote, plus les scrutateurs pour conduire l'ensemble des opérations électorales. Donc le bureau de vote, l'ambassade ouvrira à 8 h le matin et clôturera à 18 h le soir, et nous procéderons après 18 h au dépouillement électoral avant la proclamation dans la soirée. Et justement, comment, une fois que vous avez dépouillé l'ensemble des votes, vous transmettez les résultats? Alors nous transmettons officiellement par télégramme diplomatique l'ensemble des résultats du bureau de vote de Monaco, et ensuite nous proclamerons officiellement les résultats de ce vote à Monaco. Et à présent, on ouvre un volet culture. Altro Canto, Body Remix et Kill Bambi, 3 pièces des ballets de Monte-Carlo donnaient leur représentation générale mercredi soir au Grimaldi Forum, avant de se produire à partir de jeudi, et ce jusqu'à dimanche. On écoute le récit de José Sacré. Trois pièces sont donc au programme de ces soirées proposées par les ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. Altro Canto de Jean-Christophe Maillot nous offre le plaisir de revoir une œuvre créée ici en 2006 et qui depuis a fait le tour du monde. Un ballet captivant, très inspiré par la musique de Monteverdi, une œuvre virtuose qui révèle une sacralité aussi sombre que lumineuse. Il arrive comme ça des fois qu'il y ait des espèces d'états de grâce où la musique, la collaboration avec Karl Lagerfeld, la collaboration avec Rolf Sachs a donné une pièce qui était aussi surprenante pour moi parce qu'il y a une dimension peut-être un peu mystique dedans. C'est quelque chose de beaucoup plus posé, c'est vraiment l'écriture pure que j'aime tant faire parfois dans des pièces chorégraphiques plus courtes. Et puis une pièce qui en plus rencontre un bel accueil avec le public ou avec la critique. Pour Body Remix, les variations Goldberg, acte 1, la chorégraphe canadienne Marie Chouinard a procédé à une sorte de remixage des corps des danseurs en utilisant des supports comme les béquilles, les cannes, les pointes, les harnais. Pour la première fois, l'acte 1 de cette création est interprété par une troupe autre que celle de Marie Chouinard, la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a du coup été assez enthousiasmée, et c'est une pièce au départ qui était pour 10 danseurs, elle l'a transformée pour 20 danseurs, parce qu'elle trouvait les danseurs tellement magnifiques. Et je crois pour elle aussi l'occasion de découvrir ce que donne son écriture sur des corps plus académiques, puisqu'en fait elle utilise les pointes, même les garçons d'ailleurs. Et là, évidemment, ce sont des gens qui sont rompus à cet exercice-là. Donc c'est quelque chose d'assez, c'est une rencontre assez magnifique qui, à mon avis, témoigne quand même de cette réalité qui est le sens contemporain que peut avoir cette compagnie dite académique que représentent les ballets de Monte-Carlo et qui aujourd'hui est emblématique dans le monde de la danse comme un exemple. C'est-à-dire, si on veut que ce type de danse perdure, il faut évidemment le confronter à la modernité.
Enfin, la création de Jeroen Verbruggen, danseur de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, Kill Bambi, une pièce riche, colorée, étonnante, pleine d'énergie. J'ai toujours des petites choses qui me restent dans la tête pendant des longues périodes. Pas des obsessions, mais des petites choses qui me restent. Et là, ça faisait 2 ans que j'avais les Bambi en tête. Et la seule façon de dégager ces petites choses, c'est de les mettre dans une pièce. Et après, le titre est venu de... En fait, on a collé le thème de la jeunesse sur le thème de Bambi. Et Kill Bambi, c'est une métaphore pour tuer votre jeunesse ou grandir. Là, j'ai senti qu'il y avait un personnage un peu hors du commun, avec une écriture qui ne ressemblait à rien d'autre, très emblématique à mes yeux d'une esthétique d'aujourd'hui. Et alors plus que d'esthétique contemporaine, je parle d'une esthétique jeune. Je crois que ça va énormément plaire à tous les jeunes, parce qu'il y a vraiment, pas seulement les jeunes, mais je crois qu'il y a quand même un code de spectacle qui, à mon avis, donne une idée de ce que pourrait devenir le spectacle dans un très court moyen terme. C'est énorme, c'est une chance énorme. Et oui, allez, je me rends compte de la chance que j'ai. Et j'espère juste que les portes se ne refermeront pas après. Voilà. L'Opéra de Monte-Carlo a quant à lui dévoilé son tout nouveau programme pour l'année 2012-2013, une saison qui s'annonce très riche avec l'accueil d'artistes de renommée internationale. Une conférence de presse était organisée ce jeudi, Christine Datomel y assistait. Face au succès de la saison précédente, qui fut très audacieuse en comportant de nombreux titres inconnus du grand public, pour cette nouvelle saison, il fallait faire encore mieux. L'ambition est de surprendre une nouvelle fois. Elle continue dans le droit fil de ce que nous avions décidé, c'est-à-dire de créer des œuvres jamais représentées sur notre scène, Stifelio, Duello Amoroso, des grandes reprises également, comme la Traviata, de grands concerts, de grandes vedettes, Bryn Terfel qui vient ici, mais également Cecilia Bartoli, le grand ténor José Coura. Je crois qu'elle sera audacieuse, divertissante et très riche. Une saison audacieuse, certes, mais qui se veut aussi généreuse. Comme je dis toujours, l'avenir ne se prévoit pas, il se construit. Et nous avons décidé d'ouvrir notre théâtre le plus possible au public jeune. Donc il y aura cette année des spectacles entièrement dédiés au jeune public, mais à moins de 26 ans, mais avec les mêmes spectacles que les abonnés peuvent voir. Donc la plus haute qualité pour tous. Les moins de 26 ans pourront venir dans des soirées spécialement réservées pour eux. Et ça leur coûtera entre 10 et 20 euros pour voir la Traviata, pour voir Amica, c'est pas trop mal. Et même des abonnements maintenant pour les jeunes, pour des sommes globales, entre 50 et 100 euros. Je crois que c'est un gros effort fait par l'opéra pour faire du prosélytisme et pour faire partager. Plus de titres et plus de représentations, dont certaines seront jouées au Grimaldi Forum afin de satisfaire le plus grand nombre. Et puis sinon, sachez que pour la fête nationale, un grand spectacle, la Fanciulla del West de Giacomo Puccini, réunira les amoureux du western et de l'opéra. Et pour finir cette année 2012 en beauté, une comédie musicale, L'homme de la Mancha de Mitch Legge, sera donnée à l'occasion des fêtes de Noël. Nous vous le disions la semaine dernière, après leur conférence de presse, les Farfadets vont présenter ce vendredi et ce samedi leur première création. La pièce s'intitule Unisson et sera produite au Théâtre des Variétés. Patricia Navarro les a rencontrés à quelques heures de leur représentation. L'heure est aux ultimes répétitions pour les Farfadets. Ils ont investi la scène du Théâtre des Variétés où les éléments du décor sont montés avant la première représentation d'Unisson, une pièce qui allie théâtre mais aussi danse et court-métrage. C'est justement ce qui est extraordinaire quand on est metteur en scène, c'est qu'au tout début, eh bien, on part d'un coup de cœur pour une idée ou pour un projet et on se fait petit à petit un espèce de patchwork de ce que va être ce projet au final. Et finalement, dans notre tête, dans notre cerveau, on a une idée très très précise de ce qu'on veut, mais on n'est jamais sûr finalement d'arriver totalement à cette image fidèle du projet initial.
Et là, quand on arrive enfin sur scène, c'est formidable parce que tout se met en place, tous les maillons du projet se mettent en place, et quand on voit enfin sous nos yeux ce qu'on avait projeté, ce qu'on avait planifié, eh bien c'est juste fabuleux pour le metteur en scène. Voilà. Après de longs mois de travail d'écriture et de mise en scène, la troupe a donc enfin pu découvrir la forme définitive qu'allait prendre ce projet. Moi, j'ai commencé à travailler avec mon partenaire, Bernard. On a bien travaillé la pièce, la scène. Et ensuite, pour le commencement du filage, c'est là que j'ai fait connaissance de toute la troupe, du restant de la troupe, qui m'ont bien accueilli, comme c'était la première fois. Et ensuite, petit à petit, il y a des personnes qui disent qu'elles aimeraient faire du théâtre en nous voyant répéter. Et c'est vrai qu'il y a une osmose extraordinaire. Tout le monde est très sympathique. Et pour les comédiens, ils seront 11 sur scène. La pression commence à monter. Sarah Bernard aurait dit à une de ses comédiennes qui disait ne pas avoir le trac, ne t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Alors voilà, je pense que si le talent de mes comédiens est proportionnel au trac qu'ils ont en ce moment, ils sont très très talentueux. Thématique oblige, le réveil après une première nuit d'amour, ces comédiens évoluent tous dans des lits, une vingtaine d'histoires différentes s'enchaînent et l'apport de la danse et du court-métrage projeté en plusieurs volets rythme le spectacle qui, attention, ne sera présenté que 2 fois en principauté, vendredi et samedi. Quel temps fera-t-il demain et ces prochains jours? Réponse tout de suite avec les cartes météo. Vendredi, des nuages sont au programme avec des températures allant de 13 à 17 degrés. Samedi, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre inchangé. Dimanche, c'est une fin de semaine avec un soleil hésitant et un mercure stationnaire. Et enfin lundi, un début de semaine avec très peu de changements et une maximale de 18 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, je vous propose de retrouver la conférence de presse de l'Institut océanographique de Paris sur le thème des grands fonds. Vous retrouverez Claire Mouvian qui vous présente les aberrations de la pêche profonde marine. À très bientôt sur Monaco Info.